le podcast Romana avec S. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Romana avec S. Aujourd'hui le thème c'est le sommeil. Oui, le sommeil. Et pourquoi le sommeil? Pour plein de raisons, tout simplement parce que ça fait la moitié de notre vie. Le tiers, ouais. On Dort en fait tiers. un tiers de notre Oui. vie. Pour moi c'est plus la moitié. Mais et on s'est dit qu'en fait il y avait vraiment plein d'aspects qui étaient intéressants à traiter, les troubles du sommeil, les phases du sommeil. Pourquoi on dort? Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe quand on dort aussi? Exactement. Parce que c'est vrai qu'on dort tous. On est tous concernés par le sommeil, qu'on ait des problèmes, qu'on n'ait pas de problème finalement, c'est un petit peu tout le monde quoi. C'est ça. Ça nous concerne tous. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler d'un sujet qui est aussi général et vaste, mais à la fois qu'on ne connaît pas très bien. Et d'ailleurs dans le milieu scientifique, il y a encore beaucoup de mystères qui règnent autour du sommeil. Et pourquoi réellement on dort? Qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? Ce moment de repos intense du corps. Oui, c'est ça, exactement. On va entrer dans le vif du sujet avec quelques définitions. Oui, une définition et une étymologie. Voilà. La définition qui nous vient directement du Larousse 2020, où on nous dit que le sommeil est un état physiologique périodique de l'organisme, et notamment du système nerveux, pendant lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. Donc pour le moment, je pense qu'on se retrouve tous à peu près dans cette définition. On distingue une phase de sommeil lent, profond et réparateur, et une phase de sommeil paradoxal caractérisée par le rêve. Voilà, ça c'est la définition du Larousse 2020. On va revenir plus en détail par la suite sur les phases justement, histoire de un petit peu mieux les comprendre. D'un point de vue étymologie, donc là comme source on a le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui nous propose que le mot sommeil donc, vient du bas latin somniculus, qui signifie sommeil léger, et qui est un diminutif en fait simplement du mot somnus, qui signifie du coup sommeil. Et ça n'est pas plus compliqué que ça, le mot sommeil a toujours été plus ou moins lié à ce qu'il est réellement. Il n'y a pas une étymologie hyper étoffée. Hyper intéressant, chouette. Et du coup au niveau du sommeil, donc qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle du sommeil? C'est vrai que tout le monde connaît le sommeil, mais au final, comment le définir, c'est intéressant justement. Voilà, donc du coup, le CHUV nous propose ici une sorte de définition assez étoffée où il nous dit que, voilà, en gros, le sommeil c'est une fonction biologique essentielle. Ça, on est quand même plus ou moins tous d'accord pour dire qu'on a besoin de dormir, sinon ça se passe pas très bien en général. On va le voir tout à l'heure. Donc. D'ailleurs, ouais, c'est vrai. Et qu'on ne peut pas en fait vivre sans dormir. Il dit également que le sommeil est présent chez toutes les espèces animales, ce qui est intéressant aussi, Carrément. et qu'il occupe un tiers de notre vie, en gros, ce qui est beaucoup de temps. Oui. Il nous accompagne depuis l'apparition de la vie sur Terre, et oui, il faut savoir que nos premiers ancêtres, il y a très très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, donc les êtres unicellulaires avaient déjà une horloge interne qui leur permettait d'alterner justement ces deux phases qui sont l'éveil et le repos. Ce qui était le repos, et en fait ça a simplement évolué vers le sommeil que nous on connaît aujourd'hui, en gros. Mais c'est vraiment cette horloge interne qui est hyper importante, et on va aussi y revenir d'ailleurs après. C'est hyper important cette horloge interne. Malgré ce qu'on connaît du sommeil, en fait, voilà, comme je l'ai dit un petit peu avant, ça reste un mystère. On ne connaît pas encore tous les principes qui font du sommeil ce qu'il est. Il y a encore pas mal de frontières avec ce qu'on sait du cerveau, en lien avec le système nerveux central, en lien avec la manière dont notre corps fonctionne. Tout ça c'est encore un peu brouillon, même si on sait déjà beaucoup de choses, et on tend justement à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne à travers pas mal d'études notamment qui sont très intéressantes et qui parlent du sommeil. Mais voilà, pour le moment c'est entre les mains de scientifiques qui font ces recherches pour nous et pour comprendre pourquoi on dort. On va passer, tu vas un petit peu nous expliquer les phases du sommeil. C'est vrai que c'est important de comprendre qu'il y a des phases. On ne dort pas simplement comme ça tout outre. Il se passe quelque chose quand on ferme les yeux. Exactement. Donc on parle de cycle du sommeil, et durant une nuit, on va faire entre 3 et 6 cycles, et chaque cycle peut durer entre 60 et 120 minutes.
Et entre chaque cycle, on a des phases de demi-sommeil, on appelle ça comme ça. Donc chaque cycle est composé de environ 4 phases, enfin ça dépend comment on les définit, mais en gros 4 grandes phases avec parfois des sous-phases suivant comment c'est réparti. Donc la première grande phase, c'est le sommeil lent, qui est lui-même découpé en plusieurs sous-phases. Donc dans le sommeil lent, en fait, les fréquences vont se ralentir, donc on parle de hertz ici. Les ondes en fait sont de grande amplitude et de faible fréquence justement, donc ça va se ralentir. On aura moins d'oxygène qui va rentrer et le métabolisme cérébral ralentit. Donc ça commence par la phase qu'on dit d'endormissement, donc qui est elle-même séparée en 2 phases, donc la phase de somnolence et la phase d'assoupissement. Et en général, les gens, s'ils se réveillent à ce moment-là, ne vont pas se souvenir de s'être endormis. Il y a une diminution du rythme cardiaque et du tonus musculaire, donc on se détend petit à petit pour pouvoir rentrer justement dans la vraie première phase de sommeil. Et si cette phase d'endormissement dure au-delà de 20 minutes, on parle déjà d'insomnie. Donc beaucoup de gens souffrent d'insomnie, mais on va y revenir plus tard. Donc si votre phase d'endormissement dure au-delà de 20 minutes, peut-être il faut aller creuser, peut-être vous faites des insomnies. Ensuite, du coup, suite à la phase d'endormissement, on va entrer dans ce qu'on appelle le sommeil lent léger. Là, le dormeur est encore c'est encore facile de le réveiller. Et si on le réveille, là, il va se souvenir de s'être quand même assoupi. La respiration devient régulière, le tonus musculaire s'amoindrit et le mouvement des yeux va vraiment se ralentir. Et pour petit à petit entrer dans ce qu'on appelle le sommeil lent profond, qui est là vraiment la phase où on va récupérer de sa journée, où là vraiment le corps en fait va pouvoir se régénérer. Les activités et fonctions vitales sont ralenties, le rythme cardiaque ralentit également, la respiration devient de plus en plus calme, la température corporelle s'abaisse. Et on verra plus tard qu'il y a aussi ce qui peut en fait favoriser un meilleur endormissement. Si on a une température trop haute, ça peut provoquer des insomnies ou en tout cas augmenter la phase d'endormissement. Mais on pourra y revenir plus tard. Et c'est aussi dans cette phase de sommeil profond que l'ancrage des informations va se faire dans la mémoire. Donc c'est vraiment une phase extrêmement importante, autant pour la récupération physique que pour la mémoire. On dit aussi que si on s'endort vraiment profondément, dans la phase de sommeil profond, ça va renforcer les défenses immunitaires et on va voir plus tard pourquoi le sommeil est important pour plein de maladies en fait, pour contrer plein de maladies et on va y revenir plus tard. Donc ça c'est toute la grande phase qui constitue la phase de sommeil lent, pour ensuite entrer dans la phase de sommeil dite paradoxale, qui elle en fait est la phase très connue comme étant la phase des rêves. Oui. L'activité cérébrale est proche de celle du réveil, donc en fait ça va être caractérisé par des mouvements des yeux sous les paupières qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement. C'est souvent dit en anglais, je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Et en même temps, en fait, un tonus musculaire complètement aboli. Donc, en fait, le corps ne bouge pas du tout, mais les yeux vont bouger très rapidement sous les paupières. Donc, c'est un indice si une fois vous voyez quelqu'un dormir et vous voyez du mouvement sous les yeux, il est probablement en train de rêver. Le rythme cardiaque et la respiration sont dans cette phase-là instables. Et c'est aussi une phase qui est hyper intéressante parce qu'elle permet la maturation du système nerveux et l'augmentation des capacités de stockage de la mémoire. Donc toutes les phases sont vraiment très importantes et au fil des cycles de sommeil dans la nuit, les phases de sommeil vont être plus ou moins courtes et plus on va avancer dans la nuit, plus, si je ne dis pas de bêtises, la faille de sommeil paradoxal va être grande. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Et aussi, ces phases de sommeil et ces cycles de sommeil vont varier en fonction de l'âge, en fonction des moments de la vie, si on est plus ou moins stressé.
Et il est dit que plus on vieillit, plus on aura des phases de sommeil lent léger long et des phases de sommeil profond plus courts, et du coup on sera plus propice à avoir une moins bonne qualité de sommeil. Ce qui fait assez sens en soi, parce que c'est vrai que le sommeil est vraiment un moment où le corps récupère et où il grandit. Donc c'est vrai que dans les moments où la croissance est élevée, les bambins par exemple, enfin les nouveau-nés dorment énormément. Il y a des schémas qu'on retrouve d'ailleurs sur internet, c'est pas compliqué de tomber dessus. On voit justement le nombre d'heures de sommeil moyen dont chaque individu a besoin en fonction de son âge. Et très clairement, on voit que voilà, les nouveau-nés ont besoin d'énormément d'heures de sommeil. Ça va 20 heures par jour, oui. C'est vraiment beaucoup. Et parce que voilà, c'est une période de vie où la croissance représente tout. Un enfant grandit énormément. Oui, c'est ça. Pendant l'adolescence aussi, lorsqu'il y a une poussée de croissance, les adolescents ont tendance à aussi beaucoup dormir, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Oui, et c'est vrai que... Ouais. Pardon, excuse-moi de te couper, mais en fait, oui, non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et justement parce que le sommeil est propice à la sécrétion de certaines hormones, et typiquement l'hormone de croissance pour les enfants. Donc... voilà. Tout va bien ensemble, c'est vrai que ça s'imbrique assez bien et c'est hyper intéressant. Et justement, on voit voilà, qu'avec comme tu l'as dit, l'âge, le sommeil est plus... on dort moins. En fait, simplement, on a tendance à moins dormir. Mais on remarque également ça. Là, on donne l'exemple de nouveau-nés et d'adolescents, mais par exemple, une femme enceinte a également besoin de plus de sommeil en général. Après un grand événement sportif ou après un moment physique intense, le corps a aussi besoin de ce temps de récupération, parce que le sommeil sert notamment aussi à ça, c'est à récupérer. En plus de justement ce côté de croissance en fait. Après ces phases, donc c'est bien que ça nous donne un peu un point de départ pour un peu mieux comprendre. Il faut savoir qu'il existe des troubles, et pas mal de troubles. Alors, on va commencer d'emblée avec les troubles, mais après on va donner des solutions. C'est ça, on s'est et dit des conseils. On commence par l'aspect un peu négatif pour finir sur du positif. Exactement. Ouais, parce qu'en plus avec le sommeil, c'est vrai que il y en a tellement de ces troubles qu'on est probablement tous concernés à un point ou à un autre dans notre vie. À un moment ou à un autre, on est tous concernés. Et certains troubles, même, on ne soupçonne pas tellement leur impact et on se sent pas forcément non plus concerné. Alors que, comme on le verra, par exemple, l'insomnie, comme tu disais, il suffit de 20 minutes d'endormissement pour déjà rentrer dans de l'insomnie, parce que c'est déjà trop long. Ça doit durer vraiment quelques minutes en fait, l'endormissement. Ouais, on est jusqu'à 15 minutes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'étais assez surprise, moi je pensais pas, j'avais l'impression que en tout cas une demi-heure c'était normal. Oui, mais étant grande insomniaque chronique, voilà, je m'en rendais pas compte. Alors au niveau des troubles, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors premièrement, je vais regrouper les premiers troubles que j'ai dans tout ce qui est dû au manque de sommeil. Il faut savoir que le manque de sommeil va affecter votre vie sous énormément d'aspects, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Et je vais simplement un peu compléter ici, si tu rajouteras des choses au fur et à mesure. Donc bien évidemment, le manque de sommeil implique va implicitement avoir un effet sur la concentration durant la journée, et du coup on pourra être propice par exemple à être moins vigilant sur la route, pendant des cours, etc. Donc ça peut même provoquer par exemple des accidents, des choses comme ça. Une irritabilité, parce qu'on est beaucoup plus susceptible. Ça peut provoquer des symptômes dépressifs. Ça va vraiment venir venir travailler sur le système nerveux, etc. Et donc peut vraiment induire des symptômes dépressifs. Une prise de poids également, ça a vraiment un gros impact sur tout ce qui est... Ils ont vraiment vu qu'il y avait une corrélation entre prise de poids et manque de sommeil. Il y a une étude qui a été faite. Ils ont trouvé une corrélation entre la durée moyenne de sommeil d'une population et son indice de masse corporelle. Donc vraiment, il y a des études qui sont faites là-dessus et qui a été prouvé qu'effectivement, manque de sommeil va, je crois, si je dis pas de bêtises, mais typiquement, en fait, quand on va moins dormir, on aura plus facilement envie de choses sucrées. Et parce qu'on sera en manque d'énergie, donc on va aller chercher de l'énergie. On va compenser. Voilà, on va compenser notre énergie dans des choses, typiquement dans le sucre qui va nous donner des boosts. Oui, il y a aussi un truc, je profite que tu dises ça pour faire une mini aparté et compléter. Le manque de sommeil fait que, comme tu l'as dit, il y a des sécrétions hormonales qui se font lorsqu'on dort. La gréline, qui est une hormone de contrôle justement par rapport à l'appétit,
si on ne dort pas assez, elle n'a pas le temps de se réguler. Ce qui fait que forcément, quand on se réveille et qu'on passe des sommeils, des phases d'éveil qui sont longues par rapport à nos phases de sommeil, et forcément, on va avoir justement tendance à dérégler cet équilibre hormonal en lien avec cette régulation de l'appétit et par la suite faire qu'on va manger de manière un peu plus chaotique et désordonnée, avoir tendance à peut-être manger un petit peu plus sucré, avoir justement parce que le cerveau reconnaît l'énergie qu'il peut, qu'il peut retrouver dans un aliment, donc automatiquement comme il cherche justement à compenser, il va se dire ça je vais aller, ça me donne envie parce que je sais que je vais avoir de l'énergie. Et le fait de bien dormir permet justement de bien réguler ses hormones, son hormone de l'appétit, de la faim, et permet justement d'équilibrer, de balancer notre comportement alimentaire. C'est trop intéressant. Ça fait un peu peur, mais c'est trop intéressant. Eh oui. D'autres choses très joyeuses, comme ça peut aussi impliquer être en lien avec l'hypertension, avec le diabète de type 2, les infections, les maladies cardiovasculaires, enfin tout un panel de maladies justement qui sont vraiment induites par le manque de sommeil. Ensuite, dans les troubles, j'ai aussi noté le non-respect de son horloge biologique. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé. Pas encore, mais on va... Pas encore parlé, mais du coup, c'est parfait. On va rebondir là-dessus pour vous parler de l'horloge biologique. Donc, si vous ne savez pas, nous avons tous en nous une horloge naturelle biologique de phase de sommeil qui est répartie en deux processus, on va dire, enfin deux processus qui coexistent et qui se remplacent au fil de la journée, en fait. Donc on a ce qu'on appelle vraiment l'horloge biologique, autrement dit le système circadien, qui va examiner notre horaire sur 24 heures et synchroniser notre rythme de sommeil avec des signaux externes, donc par exemple la lumière qui va baisser en fin de journée. Donc par exemple, des personnes aveugles auront plus facilement des troubles du sommeil dus à un dérèglement de l'horloge biologique, vu qu'ils n'auront pas les différentes sensations de lumière qui va baisser. C'est aussi celle qui produit la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. C'est celle qui va faire baisser la température corporelle. Donc on appelle ça le processus C ou système circadien. Et le deuxième processus, c'est le processus homéostatique. Je crois que je ne dis pas d'erreur, c'est homéostatique il me semble, qu'on appelle aussi processus S, qui lui en fait va générer une pulsion de sommeil. Donc en fait, tout au long de la journée, on va être de plus en plus fatigué. Et il va ensuite s'arrêter au fil de la nuit jusqu'à ce qu'on se réveille. Donc voilà, ça va être un processus sur 24 heures qui va être généré et ils sont en corrélation en fait entre système circadien et processus homéostatique. Ils s'alternent. Voilà, c'est ça en fait. Ils coexistent toute la journée et ils se remplacent à différents moments. Donc c'est voilà. Tellement bien fait, je trouve ça fou. C'est hyper intéressant. Et donc on a tous en nous une horloge interne précise. Donc ça va être par rapport au nombre d'heures de sommeil, par rapport également à l'heure de coucher et l'heure de lever. Et ça va engendrer forcément des problèmes si on ne se respecte pas. Par exemple, si on ne dort évidemment pas assez, donc manque de sommeil, on en a déjà parlé. Mais également si on ne peut pas, parce que des fois on ne peut pas, respecter son heure de coucher et son heure de lever. Donc c'est vraiment un espèce de juste équilibre entre savoir quand on peut se coucher. Donc il y a plusieurs phases. Donc il y a des personnes qui vont se coucher très tôt et se lever très tôt, par exemple, des personnes qui vont se coucher très tard et se lever très tard, et des personnes qui auront besoin de 7 heures de sommeil et ça peut aller jusqu'à 10 heures de sommeil. On dit qu'en général un adulte a besoin entre 7 et 8 heures de sommeil, mais moi je suis le parfait exemple de personne qui a besoin de 9 heures de sommeil. Donc ça peut vraiment varier et on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir écouter sa propre horloge interne et ça va forcément induire d'autres troubles. Par exemple, l'insomnie, si on doit se coucher tôt parce qu'on sait qu'on se lève tôt mais qu'on a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc voilà, pour le non-respect de l'horloge interne. Ensuite, on peut parler des insomnies. Oui. Les fameuses insomnies qu'on répartit dans deux groupes en fait différents. Donc les insomnies chroniques, donc qui sont des insomnies à répétition sur une longue période. Je ne sais plus exactement à partir de combien on parle d'insomnie chronique, mais voilà, il y a des personnes qui vont faire des insomnies sur une certaine période à cause d'un événement donné. Et là, on parle plutôt d'insomnies transitoires qui vont durer quelques jours, voire quelques semaines.
et d'autres insomnies vraiment chroniques où là, c'est sur de très longues périodes, voire C'est pratiquement... Ouais, si on ne dort pas bien pendant 3 jours, on n'est pas insomniaque. C'est pas ce que ça veut dire, je sens. Mais ça est déjà considéré comme des insomnies, cela dit. Oui. Et, On n'est pas dans du chronique. Oui, c'est ça. Et aussi, les insomnies, ça concerne pas que la phase d'endormissement. En fait, si on se réveille au milieu de la nuit et qu'on ne peut pas se rendormir, c'est également considéré comme des insomnies. Mais Oui. ça va de soi, mais je voulais juste le préciser. Donc voilà. Oui, c'est vrai que l'insomnie, on a peut-être tendance à se dire que c'est justement un problème d'endormissement, alors qu'en réalité, c'est un petit peu plus vaste que ça. C'est vraiment... Ça correspond vraiment à un sommeil qui est difficile à obtenir. Plus que des vrais... Alors, le problème d'endormissement en fait clairement partie, mais si le sommeil est difficile à obtenir, s'il est clairement insuffisant et qu'il ne permet pas d'être vigilant, ou qu'il est simplement non récupérateur et que du coup en fait on dort mais on n'arrive pas à récupérer même en dormant, alors c'est aussi de l'insomnie. Il y a, comme tu as dit, s'il y a des perturbations dures, par exemple de la fatigue, si on est somnolent pendant la journée, si on a des troubles de la mémoire, de concentration, des troubles de l'humeur, tout ça fait un petit peu, faut se poser la question de si on n'est pas justement insomniaque, parce que peut-être qu'on a l'impression de bien dormir, parce qu'on ne se réveille pas, ou parce que ça se passe plutôt bien, mais la réalité c'est que la qualité est peut-être plus importante encore que la quantité quand on parle de sommeil. D'où l'importance justement de faire attention à certains points dont on va parler plus tard. Mais tout ça fait déjà partie de l'insomnie. Du coup, exactement. C'est un peu plus vaste que ce que parfois on peut avoir comme idée de l'insomnie ou des insomniaques. Des gens qui n'arrivent pas à dormir et qui restent éveillés toute la nuit. On peut être insomniaque et dormir toute la nuit. Enfin, dormir... Ouais. Voilà. Vous avez compris, elle a très très bien expliqué. C'était pas de tout repos. Mais... Et l'inverse des insomnies, oui, l'hypersomnie. Qui est le fait de trop dormir. Voilà, qui est tout simplement le fait de trop dormir, qui en général relève d'une maladie. Une très connue, la narcolepsie. Il y en a d'autres. En général, c'est considéré comme étant de l'hypersomnie si on a tout le temps envie de dormir, si on s'endort de manière complètement spontanée, voilà, à tout moment de la journée. Ou si on a besoin de plus de sommeil que la moyenne, donc au-delà de 10 heures, c'est souvent considéré comme une hypersomnie. Donc peut-être il faut consulter si c'est le cas, parce qu'il y a des maladies justement qui vont causer ça. Et après, bien évidemment, la prise par exemple de médicaments, si on est dans des états dépressifs, évidemment que ça peut jouer et être considéré comme des hypersomnies à cause de quelque chose. Donc, voilà. Oui, toujours remettre effectivement dans un contexte. Voilà, il faut prendre aussi en compte l'âge, le moment de vie de la personne en fait, complètement. Et aussi ce qu'elle a vécu proche de la nuit de sommeil, ou qui pourrait être justement sujet à une hypersomnie. Il faut vraiment remettre les choses dans un contexte. Exactement. Par exemple, si la personne a fait une nuit blanche avant et qu'elle fait une hypersomnie, ça sera considéré comme de l'hypersomnie, mais il y aura une cause. Et d'ailleurs, on dit que c'est très mauvais, donc les nuits blanches, j'apprends rien à personne. Et on dit qu'il faut 1 semaine pour que le corps puisse justement reprendre son rythme naturel, donc retourner dans son horloge biologique. Donc les nuits blanches, pas top. Même si... Mais parfois, ça vaut la peine. Ouais. Un autre trouble, les jambes sans repos, le syndrome des jambes sans repos, qui est beaucoup plus terrible que ce que j'imaginais honnêtement. Quand j'ai... Oui, c'est très peu connu, enfin moi je ne connaissais pas... Ce syndrome, ce trouble est extrêmement handicapant. Réellement, ce qu'il se passe, c'est que quand une personne va se mettre au lit, se prépare pour ce moment de sommeil, va avoir généralement dans les jambes, mais ça peut aussi remonter dans les bras. Ah d'accord. Cette envie, une sorte de je sais pas si on peut vraiment dire démangeaison, parce qu'il n'y a pas cette sensation de besoin de gratter, mais cette envie, ce besoin d'avoir un mouvement, de créer un mouvement, de bouger les jambes, d'où le terme du trouble, mais comme je l'ai dit du coup aussi les bras. J'ai pas vu pour d'autres parties du corps, je pense que comme le fait que ce soit des membres vraiment voilà, qu'on peut bouger, qu'on a l'habitude de bouger aussi dans la journée, c'est vraiment réparti sur ces points-là du corps. Mais extrêmement handicapant, parce qu'il faut bien s'imaginer forcément que quand on s'endort normalement, pour que le corps puisse faire ça correctement, il faut quand même rester immobile.
si on a tout le temps ce besoin de bouger, très clairement, on va pas réussir à s'endormir. Et c'est extrêmement handicapant parce qu'en fait, les personnes se fatiguent et à force, développent tous les troubles qu'on a pu déjà, que tu as pu citer un petit peu avant. Comment soigner ça? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment trouvé. Le but c'était de surtout parler de ces troubles, mais j'espère que ça se soigne bien et qu'il y a des solutions. Je souhaite aux personnes qui ont ça qu'elles puissent se soigner, effectivement. Clairement. Mais du coup, voilà, donc ça, ce trouble des jambes, ce syndrome des jambes sans repos, c'est un vrai truc quand même assez hallucinant. Et personnellement, j'avais aucune idée. Moi non plus, moi non plus. Non, vraiment. Ce trouble qui est un petit peu hors catégorie par rapport aux autres, justement, mais qui existe clairement et qui touche plus les femmes que les hommes aussi, ça j'ai vu au niveau des chiffres. Donc, est-ce que c'est possible? Peut-être que c'est relié au fait la circulation sanguine. Les femmes ont souvent une mauvaise circulation sanguine. Je sais pas, honnêtement, aucune idée. Peut-être je dis des bêtises, je sais pas, mais ouais, terrible. Ensuite, il existe aussi les parasomnies. Oui, les parasomnies, exactement. Par exemple, la somniloquie, qui est un mot qui sonne bien comme ça, mais en fait, c'est simplement le fait de parler pendant qu'on dort. Oui. Donc, ça arrive à tout le monde de parler. C'est vraiment un trouble du sommeil assez minime et dont il ne faut pas trop s'inquiéter. Ouais, c'est pas si conséquent que ça. Non, et ça touche vraiment à peu près tout le monde. En fait, ça arrivera quasiment à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Donc, si ça devient vraiment à répétition et handicapant, peut-être il faut consulter, mais normalement, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est complètement normal. Ça devrait pas trop poser problème. C'est ça. Moi, suivant qu'est-ce qu'il raconte, peut-être, mais non. C'est pas faux. Ouais, alors suivant comment, effectivement, ça peut devenir étrange, mais il faudrait peut-être un petit peu plus s'inquiéter. Mais sinon, globalement, c'est pas un trouble extrêmement néfaste. Non. La version un peu au-dessus, c'est... Pour revenir un cran au-dessus... T'allais nous parler des paralysies du sommeil. Exactement. Et les paralysies du sommeil, ça... Je sais pas comment les gens font pour vivre un truc pareil, mais... ça a l'air terrible. Vraiment. J'ai jamais vécu ça et... J'espère que vous ne faites pas de paralysie du sommeil. Mais dit, on m'a dit, pendant ma formation de yoga, elle était passée, ma formatrice, si elle passe par là, Julie, coucou, je te fais des bisous, m'a expliqué comme quoi, si j'ai bien compris, on peut, au fur et à mesure, en tout cas elle, il me semble qu'elle m'expliquait, que tu peux les maîtriser. Et du coup, après, tu peux avoir des espèces d'expériences presque paranormales, en fait, et hyper intéressantes. J'ai jamais testé, mais apparemment, ça serait possible. Ok. Mais, alors, hyper intéressant, parce que c'est vrai que généralement, les personnes qui souffrent de paralysie du sommeil se sentent un peu perdues et prises au dépourvu face à ce trouble, qui est, pour la peine, plus effrayant que toute autre chose. Grosso modo, ce qui se passe pendant une paralysie du sommeil, c'est que pendant que le corps en fait est dans ce moment, dans cette période, dans la phase paradoxale où le corps justement, le tonus musculaire est en fait au plus faible, la personne va avoir comme un genre de réveil. Et le cerveau est à son maximum, le corps est à son minimum. Il est vraiment paralysé, c'est littéralement le terme en fait. Ah, complètement. On ne peut pas bouger, le tonus musculaire est complètement... on est relâché, complètement. Et le fait que le cerveau, lui, continue d'avoir une activité qui est intense, ça va pas du tout ensemble. Et ça crée justement, la plupart des gens qui font des paralysies du sommeil évoquent des images... terrifiante, absolument, enfin même limite démoniaque, hein, parfois. Moi j'ai entendu des gens qui parlaient vraiment, ils avaient l'impression de voir le diable, quoi. Et ils ne peuvent rien faire. Voilà, donc on est bloqué, on ne peut plus bouger, on est face à des images terrifiantes et on ne peut rien faire. Et apparemment, ça c'est, t'as beau essayer de te réveiller, parce que tu te rends compte que tu n'es pas exactement endormi ni exactement réveillé, donc t'es vraiment dans une sorte d'entre-deux. Ce qui doit être absolument terrifiant, ça aussi, pour le coup. Et tu ne peux rien faire. En fait, je ne sais pas quels sont vraiment les conseils qui peuvent être donnés pour ça, mais éventuellement de juste déjà se rendre compte qu'on fait une paralysie, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut se dire qu'à ce moment-là, tout le corps est en alerte. Forcément, le cerveau tourne à 200 à l'heure. Donc si on vient encore plus l'exciter par-dessus, ça capote, quoi. Et je crois même, pour aller encore un cran au-dessus, qu'on peut soi-même, après, provoquer des paralysies du sommeil. Et du coup, vu qu'on les a soi-même provoquées, on a peut-être plus la capacité de se rendre compte du coup que ce qu'on voit, c'est pas si terrifiant, ou en tout cas que probablement on l'imagine. Et après, si on croit aux esprits, aux choses comme ça, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais voilà, j'ai jamais testé.
Oui, effectivement. Et du coup, tu avais aussi 2 autres troubles, hein, c'est ça? Oui, alors pour rester un peu dans le terme terreur, etc., donc les cauchemars, qui sont simplement des mauvais rêves, qui peuvent être soit terrifiants, soit angoissants, soit vraiment très malaisants. Et un peu pareil que pour les paralysies du sommeil, le fait qu'on soit dans la phase paradoxale et qu'on soit complètement immobilisé fait que, par exemple, dans les cauchemars, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'enfuir, etc. Donc ça peut augmenter encore plus l'angoisse. Donc voilà. Mhm. Et sinon, on a aussi le somnambulisme, très connu, qui peut être très très handicapant. Et voilà. Pour les parasomnies. Exactement. Voilà. Donc oui, parasomnie, il y a beaucoup de choses, hein, c'est clair. Là, on évoque quelques troubles. Forcément, il faut se dire qu'il en existe d'autres. Mais ça, c'est pour ceux qu'on a trouvés. Oui, bien sûr. Il existe des troubles du sommeil, mais il faut se dire que, avant tout, le sommeil, ben voilà, il y a quand même... C'est important. Donc même si on subit des troubles, alors, il y a des conseils, il y a des solutions qu'on peut donner, parce que justement, il y a des bénéfices à tirer du sommeil. Ici, j'ai une petite liste avec 10 points, 10 conseils pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, complète seulement si tu as des choses en plus. Donc, comme tu l'as dit, le sommeil est soumis à un rythme circadien, donc le rythme biologique de 24 heures en gros. Donc ça varie déjà en fonction des personnes. Et c'est peut-être le premier conseil que j'aimerais donner, c'est de prendre en compte l'aspect personnel que comporte le sommeil. Ouais, on est tous différents et uniques, et on a tous des besoins qui sont différents, parce qu'on ne fait pas... on n'a pas tous la même activité physique, ni intellectuelle, on n'a pas tous le même âge, ni les mêmes besoins, ni le même métabolisme, ni le même fonctionnement. Bref, on est unique. Et du coup, première chose, c'est de faire très attention quand on voit justement tous ces conseils, il faut dormir 8 heures par jour. Et bien peut-être que pour vous, ça va pas le faire. Parce que comme quelqu'un comme toi, peut-être que c'est pas assez. Et pour d'autres personnes, peut-être que ce sera beaucoup trop 8 heures. Donc vraiment, premier conseil, de prendre en compte son propre rythme. En fonction justement de son cycle, de son rythme circadien à soi. Et comment le trouver ce rythme en fait? Alors, il faut avoir le temps de pouvoir mettre ça en place, et c'est clair que ça demande un peu plus que 2-3 jours. Donc si on a l'occasion, c'est d'avoir à peu près 2-3 semaines, c'est vraiment l'idéal. Une semaine c'est un petit peu trop court, du coup vraiment partir sur 2-3 semaines, d'avoir un moment de, par exemple des vacances, et de profiter de ces jours où on n'a pas besoin de mettre un réveil, où on n'a pas forcément besoin de respecter un horaire particulier de lever et de coucher, pour juste se laisser s'endormir quand on est fatigué et se réveiller quand on ne l'est plus. En gros, c'est hyper simple dit comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais de juste s'écouter et d'être attentif justement aux signaux que nous envoie notre corps, qui sait très bien faire ça d'ailleurs, permettra justement de un petit peu mieux comprendre comment fonctionne notre corps et quels sont nos besoins en termes de temps de sommeil et temps de repos. Oui, c'est ça, il est vraiment au premier signe de fatigue, aller se coucher, parce qu'après, on risque de passer au-delà de son cycle justement de sommeil et de devoir attendre le cycle suivant, c'est donc entre 60 et 120 minutes, donc entre 1 et 2 heures plus tard. En gros, ouais. Et clairement, donc, premier signe de sommeil, de fatigue, important. Si on est un peu attentif, justement, alors ça c'est peut-être un petit peu plus déjà avancé en termes de niveau, on va se rendre compte que la température du corps baisse. Et ça c'est un très bon indicateur, parce que effectivement, comme tu l'as dit avant, généralement quand on dort, automatiquement la température corporelle descend. Donc quand on commence d'être fatigué, qu'on baille, qu'on a les yeux qui piquent, qu'on se sent un petit peu plus frileux, c'est de très bons signes. Quand on a aussi un petit peu justement une activité, on sent qu'on est un peu plus ralenti, etc. C'est des signes justement qu'il faut absolument prendre en compte et faire ce pas d'aller se coucher à ce moment-là sous peine de justement manquer un peu ce train et de devoir attendre 1h30 plus tard pour prendre le prochain, quoi. Et, donc, et si du coup je peux te compléter par rapport à ça, non, c'est juste que j'ai noté, je me dis que c'est un bon complément par rapport à la température du corps. Typiquement, ce qui fait que le corps va augmenter de température, c'est par exemple manger trop riche le soir ou faire un exercice physique trop intense le soir.
tout ça, ça va naturellement augmenter la température du corps et va donc provoquer des troubles de l'endormissement. Mhm. Donc voilà. Tout ce qui est excitant en fait. Et d'ailleurs justement ça c'est un des conseils, c'est d'éviter tout ce qui peut exciter le corps. Donc c'est par exemple l'alcool, le café, la cigarette, les repas tard le soir, les repas trop gras, trop épicés et un peu copieux aussi, même s'ils ne sont pas forcément épicés ou gras. Il suffit de trop manger. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ça pas bon non va plus. faire travailler Le système digestif. le système digestif, exactement. Donc du coup c'est pas très bon non plus. Donc forcément voilà, vraiment préférez plutôt miser sur du léger le soir, prendre une tisane, un petit peu de J'ai chaud. Des petits exemples de tisanes à vous donner Oui, après. complètement, ça c'est bien. Mais très très bien, il y a beaucoup de plantes extraordinaires pour bien dormir. Un autre conseil, bah bon, tu l'as déjà un petit peu dit, c'est de justement éviter l'exercice physique intense le soir. Une marche, ça va bien. D'avoir des étirements légers, c'est aussi super parce que ça permet justement de décontracter le corps, de se mettre dans une bonne ambiance, dans un pré-endormissement. Mais aller faire son footing à 22h, je suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Donc si vous avez beaucoup d'énergie et que vous avez besoin un peu de vous défouler, alors à la rigueur. Mais bon, si le but c'est de s'endormir, je parierais pas sur une partie de tennis, quoi. Enfin, ou voilà, allez pas catcher quelqu'un dans la rue si vous avez envie de dormir 30 minutes après, quoi. Une petite séance de yin yoga, ça va vous aider à vous endormir. Oui, il existe plein d'étirements, du yoga justement aussi qui sont adaptés pour bien dormir. Un autre conseil, c'est de vraiment limiter en fait à la chambre, au lit en particulier, des activités qui sont propres. Voilà, on ne mange pas dans son lit, on ne regarde pas de film dans son lit. Je suis coupable. On ne travaille pas dans son lit. On ne regarde pas des séries jusqu'à 2h du matin dans son lit, en train de grignoter des biscuits. On ne fait pas toute sa vie dans son lit. Voilà. Moi, je suis un hyper mauvais exemple. Pareil. J'essaye un petit peu quand même de m'améliorer par rapport à ça, mais je veux dire que j'aime mon lit. mais oui, on y est tellement bien, mais c'est vrai que apparemment, ce serait pas hyper bien de mélanger. Voilà, pouvoir au maximum, bien évidemment, compartimenter les endroits de son lieu de vie en fait, pour que en fait aussi l'esprit sache que quand on va dans le lit, c'est pour dormir. Voilà, c'est ça. En gros, il faudrait limiter les activités liées au lit, à la chambre, au sommeil, enfin au fait de dormir, et aux activités sexuelles. Grosso modo, c'est plus ou moins ça. Mais tout le reste n'aurait pas vraiment sa place dans une chambre à coucher. C'est ça. À bon entendeur, faites ce que vous pouvez. Voilà, effectivement. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à suivre, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Sinon, un autre conseil, ce serait de pouvoir maintenir en fait des horaires plus ou moins réguliers. C'est vrai que si on a un petit peu tendance à aller se coucher, à se réveiller n'importe comment, on va dire, avec des horaires qui sont pas du tout réguliers, forcément, à un moment ou à un autre, on dérègle cette machine interne. Je prends pour exemple les vacances où on a tendance à se coucher beaucoup plus tard, à se lever plus tard, et tout d'un coup arrive la rentrée, on est claqué, parce que tout d'un coup on se couche aux heures où on doit se lever aux heures où on se couchait. Enfin, ça dépend un peu des gens, mais suivant comment, voilà, moi j'ai vu, connu et vécu aussi des nuits où très clairement, une semaine avant la rentrée, à 5h du matin, je me couche, et grosso modo, une semaine après, il est 6h, 7h, et c'est le moment où tu te lèves. Exactement. Il faut bien se dire qu'en une semaine, le corps, il n'a pas le temps de faire le travail nécessaire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est dur, mais c'est bien pour habituer en fait de nouveau le corps. Parce que plus vous allez mettre un rythme dans votre vie, des routines, etc., plus le corps va s'habituer. On dit, je crois qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude dans son corps. Bien et oui, donc voilà, si vous avez un rythme, le corps va petit à petit s'habituer. Et c'est exactement le même principe pour ce qu'on disait avec le lit. Je crois que je voulais rajouter quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Donc, Mais grosso modo, par rapport à ce conseil, c'est... Oui, je sais ce que je voulais rajouter. Non, par rapport, en fait, même le week-end, en fait. Oui. Ne serait-ce que le week-end, on va se coucher peut-être plus tard et se lever plus tard, faire la grasse matinée. Déjà ça va dérégler. Après, ça peut être très bon aussi pour tout ce qui est dette de sommeil, pouvoir le rattraper un peu le week-end. Donc, toujours apprendre avec des pincettes, quoi, évidemment. Oui. C'est vrai que... Mais en gros, voilà, de pouvoir se tenir à un rythme avec des heures de coucher et des heures de lever qui sont plus ou moins, on n'est pas à 30 minutes près, mais à peu près tout le temps les mêmes,
ça, c'est bon, le corps aime bien ce genre de régularité. Exactement. Donc si on peut, la semaine, se coucher toujours plus ou moins aux mêmes heures, en fonction de vos préférences, en fonction de vos besoins, et de vous lever aussi aux mêmes heures, toujours en fonction de aussi disponibilité. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours en fonction de ce qu'on préfère, Non. mais voilà, si on peut avoir un rythme régulier. Je dis ça aussi, c'est vrai que ça fait peut-être écho à un premier point, quand je disais que c'était très personnel, de pas se forcer. C'est-à-dire que si on se force à dormir trop ou pas assez, c'est pas bon non plus. T'as des personnes où autant 4 heures de sommeil ça va être assez, d'autres plutôt 8, d'autres plutôt 10. Le plus important, c'est vraiment d'être... Si on est dans un état de vigilance optimal, au moment où on se réveille, c'est vraiment le plus important. Mais vraiment. Ensuite, un autre conseil, c'est d'éviter des conditions qui ne sont pas propices à l'endormissement, ni à un maintien du sommeil, enfin du fait de dormir. Typiquement, tu l'as dit avant, d'être dans une pièce qui est un peu fraîche. Oui, ouais. Ça aide. 19 degrés environ. Ouais, quelque chose comme ça. Il faut pas qu'il fasse trop chaud, il faudrait pas qu'il fasse trop froid non plus, parce que ça peut nous réveiller. Il ne faut pas trop de lumière non plus, comme tu l'as dit, on est sensible. Il faudrait vraiment au maximum pouvoir dormir dans la nuit noire. Vraiment, faudrait avoir aucun appareil électronique branché à côté de soi, même des petites lumières, ça va venir perturber le sommeil. Donc au maximum, éteindre tout ce qu'il y a autour de vous, même les prises. Moi, je sais que je suis hyper sensible à ça, donc dès que je vais avoir par exemple une multiprise qui va être branchée, je vais y mettre un linge dessus ou quelque chose, parce que c'est impossible pour moi de dormir si je vois des petites lumières. Mais il y a des personnes qui sont moins sensibles à ça. Cela dit, le sommeil va quand même en être perturbé. Et aussi, il y a des personnes qui aiment bien dormir avec les volets ouverts pour pouvoir se réveiller plus facilement avec la lumière du jour. Le problème est que de nos jours, notre rythme ne suit pas forcément le rythme du soleil, à moins que vous viviez vraiment au rythme du soleil, ce qui est vraiment chouette, mais c'est rarement le cas de nos jours, surtout typiquement en été où ça va se lever, où le soleil va se lever très tôt, donc ça va venir plus facilement vous réveiller et perturber votre sommeil si vous n'aviez pas fini votre cycle complet, quoi. Après, c'est vrai qu'en fonction des saisons, on a aussi des besoins qui changent. Bien sûr. Généralement, l'hiver, on a besoin de plus de, si pas forcément de sommeil, mais au moins de repos. Bien sûr, que l'été. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il faut aussi prendre ça en compte, mine de rien. Tout à fait. C'est lié en partie au rythme circadien qui s'adapte aussi en fonction de l'évolution des saisons. Tout dépend de où on vit sur cette terre, forcément. Un autre conseil, c'est d'éviter la rumination, de ne pas trop penser le soir quand on se couche. Le but, c'est de laisser son esprit aller, vagabonder. J'ai des petits conseils pour vous après, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est clair. Mais c'est vrai que ça, on a peut-être tendance même à le faire sans vraiment s'en rendre compte, mais de juste repasser, rien que de repenser à sa journée, on est dans une forme de rumination. Et clairement, le cerveau, pour dormir, ça va pas du tout ensemble, quoi. Quand on commence d'essayer de résoudre des problèmes ou qu'on repense à des choses qu'on aurait dû dire ou qu'on n'aurait pas dû faire, on rentre dans cette forme de rumination et forcément ça peut provoquer une certaine anxiété, ça peut provoquer un certain stress, et tout ça forcément induit une tension nerveuse. Et comme on a pu le comprendre, une tension nerveuse pour dormir, c'est pas compatible. Donc clairement, plutôt privilégier justement un état d'esprit qui est reposé et qui est calme, serein. Un dernier conseil, je sais pas si je suis à 10, mais bon, c'est pas... on n'y est pas forcément... Faut pas compter. Voilà, on ne comptera pas. C'est d'éviter, assez important quand même ça, à part ça, c'est d'éviter de s'auto-administrer des médicaments. En gros, pas prendre de somnifères comme ça, en se disant « j'ai un petit peu des problèmes d'endormissement, je vais prendre un somnifère. » Non. Les médecins sont aptes à vous prescrire des somnifères si effectivement vous présentez des troubles du sommeil. Vous-même n'êtes pas apte à vous prescrire, à vous auto-prescrire des somnifères. L'automédication n'est jamais une bonne idée de toute façon. Non, vraiment pas. Surtout que c'est vraiment... On parle quand même de quelque chose qui est extrêmement important. Le sommeil, c'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment faire très attention. Un somnifère n'est pas anodin à prendre, surtout si on le fait un peu sans trop réfléchir, parce qu'on imagine que c'est une petite pilule magique qui va nous permettre de nous endormir
facilement, voilà, comme ça, sans effort. Non, ouais. C'est effectivement ce que ça permet de faire, mais il faut vraiment faire très attention. Et l'auto-administration, à nouveau, à éviter. Il faut un avis médical. Donc, de nouveau, alors, on n'est pas médecin ni rien du tout, mais ça Docteur semble... Meyer et Docteur Farine sont là pour vous aider. Non, mais ça semble faire assez sens que pour ce qui est... On parle pas d'un antidouleur, voilà. C'est ça que je veux dire principalement, c'est pas anodin. à Non, mais nouveau. c'est bien, t'as raison de dire ça. Donc peut-être arriver sur ça pour terminer au niveau de ces conseils. Et toi, tu as justement quelques petites choses à nous dire par rapport à ça, des techniques et des plantes. Oui, des petites solutions supplémentaires. On en a Oui. déjà avancé quelques-unes. Oui. Alors, par rapport à l'environnement, on a déjà parlé par rapport au bruit, à la lumière, à la température. Aussi, un truc que je trouvais intéressant, et je crois que ça vient en partie du feng shui, mais je sais pas si vous savez, mais on est hyper sensible aux couleurs en fait. Donc, par exemple, une chambre qui va être colorée de rouge va implicitement nous exciter, nous donner du tonus, enfin, de l'énergie en fait, tout simplement. Donc, c'est peut-être pas la bonne couleur à utiliser pour une chambre pour dormir, mais plutôt dans une pièce de vie. Au contraire, le bleu, par contre, va avoir justement des propriétés plutôt apaisantes, calmantes. Donc voilà, peut-être regarder avec les couleurs, je trouvais super intéressant. Et je savais pas jusqu'il y a pas très très longtemps. Et je me disais que c'était un petit truc. En plus, si vous voulez repeindre votre chambre, peut-être vous pouvez prendre ça en considération. C'est clair. À part ça, le feng shui amène vraiment pas mal de clés Oui. au niveau de l'aménagement d'une chambre pour justement avoir un bon équilibre et qui faciliterait entre autres le sommeil, genre la position du lit aussi. Oui. Aussi pas avec les énergies, le magnétisme. Enfin, je sais qu'il y a certains endroits, direction du lit, etc. Enfin, moi, je sais qu'à ça aussi, j'ai été assez sensible et j'ai dû changer plein de fois de mon lit dans ma chambre pour trouver l'endroit où j'avais plus ou moins de facilité à m'endormir. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite aparté. Donc pour en venir aux tisanes, j'ai teasé les tisanes tout à l'heure. Alors j'ai pas mal de plantes à vous donner ici. Donc je vais juste les énumérer et c'est tout des plantes qui sont bonnes pour se relaxer. Voilà. Donc on a l'aubépine, la fleur d'oranger, la passiflore, la valériane, le coquelicot, la menthe, la mélisse, la verveine, la camomille et le cumin. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est déjà la lavande. un bon début. La lavande, exactement. Oui, c'est vrai qu'en fait j'ai aussi noté des huiles essentielles et j'ai noté la lavande, mais je ne l'ai pas pensé en tisane. Mais c'est vrai que j'ai jamais bu de tisane de lavande en fait. Ah ouais. Mais ouais, bah voilà, la lavande. Donc huile essentielle, lavande, ylang-ylang aussi. Des techniques très simples aussi par rapport au fait de justement essayer de pas trop cogiter le soir. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez faire par exemple des méditations guidées. Il y a énormément de méditations guidées et d'hypnose pour le sommeil que vous allez retrouver gratuitement sur YouTube. Je vais probablement en enregistrer. Petite pub par là. Des exercices de... Oui, auto-promo, non, auto-teasing. On aime. Une fois que c'est dit, après j'ai plus le choix de le faire. C'est donc... clair. Ah ouais, alors là tu vas devoir t'y tenir. Des exercices de respiration aussi, se concentrer sur sa respiration, c'est une des techniques qui m'aide le plus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis une grande insomniaque, donc j'ai testé un milliard de choses. Et par exemple, alors moi je commence toujours à 108 parce que 108 c'est un chiffre assez symbolique qui représente l'état d'extase, le samadhi dans toute la tradition hindouiste, yoga, bouddhisme, etc. Vous pouvez prendre n'importe quel chiffre, vous pouvez prendre 100 par exemple, et vous inspirez sur 100, vous expirez sur 100. Vous inspirez sur 99, vous expirez sur 99, etc. Et vous continuez comme ça. Et à chaque fois, si vous perdez le fil, c'est que vous êtes de nouveau reparti dans vos pensées et vous recommencez depuis le début. Et si jamais vous arrivez à 1, c'est que vous n'êtes pas endormi, vous recommencez. Et vous verrez, petit à petit, vous allez ralentir la respiration, vous reconcentrer sur la respiration, ça va vraiment vous endormir. Et moi, c'est vraiment une technique qui marche assez bien sur moi pour déjà ralentir la respiration, se concentrer sur quelque chose de précis et petit à petit perdre le fil et s'endormir. Sinon, il y a une autre petite auto-méditation que vous pouvez vous faire qui marche aussi assez bien avec moi. Donc j'espère pour vous aussi. C'est vous imaginez que vous êtes sur un océan, une mer, il n'y a rien à l'horizon à part des vagues. Vous imaginez que c'est brillant, qu'il y a un beau soleil, vous pouvez imaginer les sons, les sensations sur la peau, etc. Vraiment le plus de détails possible. Plus vous détaillez, plus ça vous aidera à vous contextualiser
vraiment un exercice de visualisation. Là, vous allez petit à petit imaginer qu'un bateau, ça peut être un voilier. Souvent c'est un voilier, mais vous pouvez prendre n'importe quel bateau qui arrive. Et là, pareil, plus vous ajoutez de détails, plus ça va vous aider à vous concentrer sur autre chose que vos pensées. Et dans ce bateau, une malle. Et dans cette malle, vous allez y mettre toutes les choses dont vous avez envie de vous débarrasser, les choses qui vous trottent en tête, vos problèmes du moment, vos peurs, etc. Tout ce que vous voulez. Vous refermez la malle et vous laissez le bateau partir à l'horizon. Et pareil, il prend son temps, il va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et en général, vous vous êtes endormi avant, ou au moins vous vous êtes délesté d'une partie de ce qui vous encombrait c'est poétique. le cerveau. Donc voilà, des petites techniques comme ça. La sophrologie peut aussi vous aider. Se lever et se coucher à des heures régulières, ça on en a déjà parlé. Faire de l'exercice physique, mais pas juste avant de dormir, ou au moins des choses plus douces. Mais l'exercice physique un peu quotidien, évidemment, va permettre une dépense d'énergie qui va bien sûr ensuite pouvoir vous favoriser un sommeil plus réparateur et un endormissement plus rapide. Éviter la caféine au moins 6 heures avant de se coucher, donc c'est aussi la caféine, mais on a parlé aussi l'alcool. L'alcool, ouais. Pareil, enfin tous les Le thé. excitants. Ouais, la théine, attention, c'est la même chose. Donc on a parlé de tisane tout à l'heure, mais pas de thé. Sinon, vous pouvez prendre de la mélatonine, ça existe sous forme... donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et ça existe en fait sous forme de comprimés que vous pouvez prendre. Attention cependant, c'est quand même assez addictif, donc ça marche très bien. Ça va en fait tout simplement faire l'effet de l'hormone du sommeil, donc ça va vous donner envie de dormir tout simplement. Et dès que les premiers signes arrivent, il faut aller se coucher. Ça dure, en général, ça va très vite, en une demi-heure, c'est bon, vous êtes endormi. Mais c'est c'est vraiment sur des courtes périodes à utiliser avec précaution. Je crois qu'en Suisse, on peut la prendre que sur ordonnance, mais typiquement en France, on la trouve dans les magasins bio. Ok, d'accord, ouais. Donc voilà. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour des petits conseils que j'avais à ajouter. Yes, superbe. Alors tout ça, on a vu les troubles, on a vu les solutions. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on met ça en place. Quels sont les vrais bénéfices du sommeil et qu'est-ce que ça va vraiment faire en dehors de ce qu'on a déjà pu dire assez rapidement, donc aider la croissance et justement contrer finalement les aspects négatifs qu'on a vus aussi. Oui, voilà. Il y a déjà ça. Voilà, donc clairement, effectivement, on sait que bien dormir, c'est ça qui est important. Permet de rester concentré, d'être vigilant, etc. Mais réellement, le sommeil, ça va un petit peu plus loin. Et d'un point de vue un peu plus scientifique, je vais sortir des vulgarités. Vulgarisation. Non, des vulgarités, genre des gros mots. Ah d'accord. Je me suis dit que tu t'étais trompée. Je vais te dire des gros mots scientifiques. Ah d'accord. Genre des trucs où les gens ils vont... Quoi ? Non, genre juste pour dire, j'ai des termes... Mais c'est les bons termes et il faut les utiliser tels quels. Là, au niveau de mes sources, juste pour que ce soit assez clair pour tout le monde, et si vous voulez aussi aller vous-même après chercher, j'ai trouvé le 100% des informations que je vais vous citer sur le site du CHUV. En gros, ils ont une section sur le sommeil qui est hyper intéressante. J'ai également trouvé des informations qui viennent directement du centre médical et de recherche sur le sommeil de l'université de Rochester. Si jamais ça vous intéresse, de très très intéressant. On pourra peut-être mettre les liens c'est vrai. Dans la barre d'infos. Oui. Et voilà. Et également, par rapport à ce qui va être dit, une troisième source qui vient de chez... c'est le site Science Presse, qui est très intéressant. Il y a également un dernier site que je vais vous recommander, mais plutôt pour faire des tests, qui s'appelle en gros sommeil.org. Voilà. C'est un site qui est dédié au sommeil et ils ont des... Oui, vraiment, ils ont des petits tests à faire qui sont très intéressants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper sommeil.org sur internet pour faire les tests qui sont proposés. Il y en a quelques-uns qui permettent de découvrir justement quel type de dormeur on est, etc. Mais pour revenir justement aux fonctions du sommeil et du coup aux bénéfices que ça peut nous apporter, donc comme on l'a vu, 1/3 de notre vie, c'est beaucoup. Mais tout ça, ça sert à quelque chose. Et notamment, on peut dire que le sommeil joue un rôle dans la conservation de l'énergie, parce qu'on observe justement une diminution de dépenses énergétiques quand on dort. Cette diminution du métabolisme, de base, elle engendre une chute de la température corporelle, donc ça c'est également intéressant pour limiter les dépenses énergétiques.
Le sommeil a aussi une fonction dite restauratrice et anabolique. Donc ça, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui aboutissent finalement à la formation des constituants d'un organisme à partir des éléments simples de la digestion. Pendant le sommeil, il y a la synthèse des protéines et les divisions cellulaires qui augmentent. Donc ça, c'est justement typiquement lié à la croissance. Et je crois à la mélatonine, c'est aussi ce qu'elle fait, il me semble. Ah, c'est bien possible, ouais. Il me semble. C'est bien possible. Le sommeil permet du coup également la bonne maturation du cerveau, permet un bon fonctionnement du système nerveux central. Il joue également un rôle clé dans l'établissement et la consolidation de la connectivité neuronale, ce qui est extrêmement important. Tout ça finalement fait justement écho au fait de se sentir bien, être concentré, etc., de bonne humeur. Le sommeil permet également de consolider la mémoire par la stimulation et le renforcement coordonné des circuits neuronaux. Il facilite également l'oubli en éliminant notamment les interactions qui sont indésirables ou parasites dans les réseaux neuronaux corticaux. Il fait le ménage. Exactement, il y a un grand ménage qui se fait et c'est extrêmement important au niveau du tri de l'information justement. Donc oui, il y a un véritable tri qui se fait quand on dort au niveau, tri d'information et qui est vraiment essentiel, très important pour le bien-être finalement général. Et le sommeil permet également la stabilisation des membranes neuronales. Voilà, donc ça d'un point de vue scientifique c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet justement de comprendre pas mal de choses. Et il y a une chose en particulier qui est une découverte qu'on a faite assez récemment et je crois que je t'en avais un petit peu parlé d'ailleurs, c'est le fameux système glymphatique. Alors ça, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Parle-nous du système glymphatique. Le système glymphatique. Alors, grosso modo, et c'est là où justement l'université de Rochester arrive vraiment au premier plan, cette université, et surtout justement le centre médical de cette université, a mené une recherche. Si je ne me trompe pas, c'était dans les alentours des années 2010, je crois même 2012. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on a commencé d'étudier des souris, forcément ça se fait assez souvent sur des souris, au moment où elles dorment, mais on a étudié leur activité cérébrale. Il faut se dire que le cerveau, pour dire qu'il fait à peu près 2% du poids, qu'il représente 2% de notre poids total, il consomme à peu près 25 à 30% de l'énergie qu'on lui amène, ce qui est immense. Le cerveau est vraiment une machine énergivore. Forcément, il faut se débarrasser des déchets, parce que consommer sans déchets c'est pas possible. Donc voilà, il y a des déchets qui sont produits par le cerveau et son activité, et pendant longtemps on ne savait pas exactement comment ça se passait au niveau de ce tri, de cette évacuation des déchets cérébraux, en gros, on va dire ça comme ça. C'est un système qu'on ne peut que observer quand le cerveau est vivant, irrigué, donc quand la personne est encore en vie. Et forcément, étudier un cerveau sur quelqu'un qui est vivant, c'est pas forcément évident. Et c'est justement en 2012 où, tout d'un coup, l'université de Rochester a utilisé cette nouvelle technologie qui permettait justement d'étudier un cerveau vivant et non plus mort, qu'on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'assez intéressant. Et c'est justement ce qu'on a appelé le système glymphatique. Alors, ici, chaque vaisseau sanguin cérébral est entouré d'un espace qui est dit périvasculaire, qui est défini par les extensions d'astrocytes, qui est un type de cellule gliale, une cellule cérébrale en gros, qui entoure complètement les artères, les capillaires et les veines cérébrales. Le liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau pénètre dans celui-ci via des espaces périvasculaires qui sont situés le long des artères et ressort le long des veines. Et ça, c'est ce qu'on a justement appelé le système glymphatique. Alors glymphatique qui vient de glial, des cellules gliales, et lymphatique du système lymphatique qui est en fait le système d'épuration en gros du corps, mais qui ne concerne pas le cerveau puisque le cerveau a son propre système de tri de déchets. En gros, c'est ça. C'est ce système glymphatique qui rend justement possible cette fonction de nettoyage du cerveau. Et ça, c'est grâce à une technique qui est appelée microscopie à 2 photons.
Et c'est grâce à ça qu'on a pu en fait observer justement ce système glymphatique sur des cerveaux qui ne sont pas du coup prélevés post-mortem. Donc ça, c'est intéressant. Et on s'est rendu compte que pendant ce nettoyage, il se passait quelque chose au niveau d'une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, qui, si elle s'accumule un petit peu trop dans notre cerveau, on a trouvé des corrélations justement avec la maladie de l'Alzheimer. Plus on en aurait, plus elle s'accumule, plus ça favorise l'Alzheimer. Et il s'avère que quand on dort, ouais, c'est assez intéressant, et il s'avère que quand on dort, eh ben, on élimine 2 à 3 fois plus et plus efficacement en fait cette protéine-là que si on est éveillé. Alors pour le moment, ça a été observé sur des souris justement. C'est cette fameuse étude qu'a menée l'université de Rochester. Mais voilà, hyper intéressant parce que c'est un exemple de ce que fait le système lymphatique. Il y en a beaucoup d'autres. Et là, comme on se dit, voilà, la maladie d'Alzheimer, c'est quand même, ça touche pas mal de personnes. C'est quand même assez conséquent au niveau de ce que ça fait sur une personne. Dormir permet de prévenir, en tout cas permettrait de prévenir la maladie d'Alzheimer si on prend justement ça en compte. Hyper intéressant. Donc oui, le corps, enfin le cerveau et le corps ont chacun leur propre méthode de nettoyage et celui du cerveau est particulièrement complexe et intéressant. Donc voilà pour une petite découverte qui a été faite assez récemment et qui est assez intéressante. Carrément. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vraiment complexe le cerveau. C'est très complexe. C'est vrai qu'en fait, je m'étais même jamais posé la question de est-ce que le cerveau produit des déchets et de ces déchets, qu'est-ce qu'il en fait ? Eh oui. Je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas, c'était intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passerait pas à la petite œuvre du jour ? Mais complètement. Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais proposer un bouquin de James Kingsland qui s'appelle Bouddha au temps des neurosciences, comment la méditation agit sur votre cerveau. Donc voilà, pour continuer sur l'aspect cérébral. C'est un livre en fait qui parle grosso modo, qui retrace l'histoire de Siddhartha Gautama et qui l'étudie sous en gros la loupe des neurosciences. Hyper intéressant. Donc c'est essayer de comprendre d'un point de vue scientifique la méditation, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps la méditation a vraiment été refoulée par le monde scientifique. Ah bon ? Ouais, complètement. Ah d'accord, je savais pas alors. Ça a été assez refoulé, il y avait vraiment pas forcément un intérêt particulier. Vu comme quelque chose d'hyper spirituel, j'imagine. Ouais, il y avait un petit peu de ça justement, et puis bref, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à vraiment s'y attarder et à étudier la chose. Et justement, cet auteur parle de beaucoup d'études. Ce bouquin est un condensé d'études, toutes en fait reliées par ce récit narratif qui tourne autour de cette histoire de Bouddha, de Siddhartha Gautama. Et on comprend justement un peu comment cette évolution dans le monde scientifique axée sur la méditation et à quel point réellement en fait la méditation les bienfaits ont été prouvés maintes fois. Est incroyable, vraiment. Et ce bouquin parle de ça. Mais c'est très très intéressant parce que c'est vrai qu'on lit quelque chose qu'on va plutôt mettre dans le monde spirituel, qu'on va lier justement à une pratique philosophique, religieuse, de bien-être, etc. On va lier ceci à un monde qui parle de sciences, de neurosciences, de bio et de chimie, et de dire on va faire un lien. Et expliquer justement un petit peu comment ça se passe au niveau de notre cerveau, mais pas seulement, c'est aussi au niveau du corps, c'est au niveau de plein de choses, c'est extrêmement intéressant, et cet auteur le fait vraiment très très bien, il arrive à bien vulgariser son propos et à rendre tout ça extrêmement intéressant du coup. Hyper intéressant, écoute, je veux bien que tu me le prêtes quand tu l'auras terminé. Avec plaisir. Non mais c'est trop intéressant parce que j'ai l'impression que de plus en plus, l'espace ou la différence entre monde spirituel et monde scientifique se réduit de plus en plus. Oui, et puis là, ça met vraiment en avant les vertus multiples de la méditation, donc c'est très intéressant. Qu'on soit intéressé par la méditation ou les neurosciences, finalement, c'est un bon compromis, donc je le recommande complètement. Carrément. Trop chouette. Et toi alors ? Merci. Quelle est ton œuvre du jour ? Alors moi aujourd'hui, je vais vous proposer une œuvre musicale. Je vais vous proposer Clair de lune de Debussy. C'est extrêmement connu, alors peut-être que vous connaissez déjà.
Je ne saurais pas comment définir cette musique, si ce n'est qu'il y a vraiment un côté onirique, magique et apaisant, et que la première fois que je l'ai écoutée, je sais pas, quelque chose s'est passé en moi, et c'est toujours le cas. Et elle a été beaucoup reprise dans le monde, autant de la musique, dans le cinéma. Si vous avez vu Twilight, vous connaissez cette musique. La ref. Voilà, pour une ref un peu moins scientifique, mais liée dans je sais plus quel film, mais voilà. Mais je vous invite à aller l'écouter. Et justement, et pourquoi j'ai choisi par rapport au sommeil, parce que moi c'est aussi quelque chose qui m'avait énormément aidée quand j'étais plus petite. Ma mère désespérait de mes insomnies à répétition, et donc a testé énormément de choses avec moi. Et elle m'avait enregistré une playlist de musique classique, et je l'écoutais le soir dans mon lit pour me détendre, et ça m'a beaucoup aidée. Et même si ça fonctionnait pas vraiment pour m'aider à m'endormir en tant que tel, au moins ça me permettait de me détendre, justement, de me relaxer et de diminuer mes angoisses. Donc je me suis dit, je vous en partage une, et voilà, c'est un petit conseil, bon, qui est déjà bien connu, mais voilà. Oui, mais peut-être que les gens ne l'écoutent pas avant de dormir. Voilà. Et que ça donnera envie d'écouter cette œuvre avant de dormir. C'est vrai que c'est vraiment très très beau. Et toutes les œuvres de Debussy sont magnifiques, mais il fallait en choisir une, et Clair de lune, ça fait déjà un peu rêver, ça rappelle un peu la nuit, donc voilà, pourquoi Clair de lune. Très clairement. Donc voilà. Bon, et bien je crois qu'on va terminer ce podcast, enfin cet épisode ici. On espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses autour de ce vaste sujet qu'est le sommeil. Oui, mais on a quand même plutôt bien fait le tour, je pense. Oui, alors on a survolé, mais... C'est ça, c'est de loin pas complet, mais on a déjà abordé pas mal de sujets assez variés sur ce thème-là. Maintenant, vous connaissez les troubles. C'est ça. Des petits conseils pour bien dormir. Exactement. À quoi sert le sommeil, en gros, parce que ça va tellement plus loin que ça. La petite découverte avec le système glymphatique. Exactement. Vous pouvez frimer comme ça. Ça, je suis sûre que la majorité d'entre vous ne le connaissez pas, donc on remercie Romane. Ouais, et puis c'est vraiment pas évident à expliquer en essayant tu as de bien vulgarisé pour le coup. Allez clairement faire vos propres recherches, et vraiment si... Oui, non, alors ça sera ouais. Ça sera comme pour tous les épisodes. Ici, c'est une approche finalement quand même subjective dans le sujet. Mais on vous mettra des liens. Oui, les sources. Et allez, voilà. Allez jeter un petit coup d'œil, parce que vraiment ces études sont phénoménales dans leur domaine, dans leur champ d'application, mais elles valent clairement la peine d'être connues et reconnues du grand public, on va dire. C'est ça. Pour les personnes qui ne sont pas forcément hyper calées en neurosciences, par exemple, ça vaut clairement la peine. Du coup, voilà, donc on espère effectivement que ça vous aura plu. Puis on se retrouve bientôt pour un prochain... Et comme toujours, on reste connecté sur Instagram principalement. Oui. Et voilà. Alors, à bientôt. À bientôt. Salut. Le podcast Romane.